À 2 heures du matin, le téléphone de mon mari a vibré, mais c'est sa patronne qui m'a envoyé un texto. Il est à moi maintenant. Il est occupé. Ne m'attends pas, a-t-elle écrit. J'ai répondu, gardez-le. C'est fini entre nous. 20 minutes plus tard, ils se sont présentés à ma porte. Son sourire était fier, son visage à lui était blême. Mais ce qui s'est passé ensuite lui a fait regretter d'avoir jamais envoyé ce message. À 2h30 du matin, j'ai entendu une Citroën 2CV s'engager dans mon allée. Je venais de recevoir le message le plus cruel de ma vie, envoyé depuis le téléphone de mon mari par sa patronne, m'annonçant qu'il lui appartenait désormais. J'avais répondu qu'elle pouvait le garder, que c'était terminé. Et maintenant, ils se tenaient tous les deux sur mon perron. À travers le Judas, je pouvais voir mon mari, Stéphane, l'air terrifié dans son costume froissé. À côté de lui se tenait Sandrine Mercier, sa patronne, souriant comme si elle venait de remporter un trophée. Elle n'était ni gênée ni désolée. Elle était fière. Elle voulait que je voie ce qu'elle m'avait pris. J'ai ouvert la porte et je les ai regardés tous les deux. Et à cet instant, j'ai pris une décision qui allait anéantir sa carrière et révéler tout ce qu'elle cachait depuis des années. Elle pensait que ce texto annonçait sa victoire. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Avant de continuer, je tiens à vous remercier de me rejoindre pour partager ces histoires de courage et de responsabilité. Si vous croyez que les schémas de nuisance doivent être exposés et que le silence protège les prédateurs, veuillez envisager de vous abonner. Cela nous aide à toucher plus de personnes qui ont besoin d'entendre cela. Voyons maintenant comment cela se déroule. Mais laissez-moi revenir en arrière, car la nuit avait commencé différemment. Elle avait commencé par le bourdonnement de mon téléphone à exactement 2 heures du matin. Ce son particulier, vous savez, est synonyme de problème avant même d'ouvrir les yeux. La chambre était plongée dans une obscurité quasi totale, à l'exception de cette lueur bleue qui transperçait les ombres depuis l'écran de mon téléphone. J'ai tendu la main pour le saisir, des mains qui tremblaient déjà, mon cœur s'accélérant avec cette certitude écœurante que quelque chose de catastrophique s'était produit. Ma première pensée fut pour ma mère, Monique. Elle se plaignait de douleurs thoraciques ces derniers temps, refusant de voir un médecin car elle insistait sur le fait que ce n'était qu'une indigestion. Ou peut-être les parents de Stéphane, qui vieillissaient et vivaient à 3 régions de là, dans une maison qui avait probablement besoin de plus d'aide qu'ils ne voulaient l'admettre. J'ai attrapé le téléphone, m'attendant à une notification des urgences ou à un appel paniqué de la famille. Au lieu de cela, j'ai vu le nom de Stéphane comme expéditeur. Stéphane, mon mari depuis 7 ans, qui était parti au bureau hier soir à 18h pour terminer une présentation pour une réunion client. Stéphane, qui aurait dû être à son bureau en ville, entouré de feuilles de calcul et de tasses de café, et non en train de m'envoyer des messages au milieu de la nuit. Puis j'ai remarqué la ligne sous son nom qui m'a glacé le sang. L'expéditeur réel était affiché comme étant Sandrine Mercier, sa patronne, la vice-présidente des opérations du cabinet de conseil où Stéphane travaillait depuis 18 mois, gravissant les échelons de l'entreprise avec une ambition qui avait lentement consumé toutes les autres priorités de sa vie, y compris notre mariage. Le message lui-même était composé de quelques mots qui semblaient avoir été choisis délibérément, conçus pour infliger un maximum de dégâts. Il est à moi maintenant. Il est occupé. Ne m'attends pas. Je l'ai lu une fois, puis une deuxième, puis une troisième fois, comme si la répétition pouvait en quelque sorte changer le sens ou révéler une interprétation alternative que j'avais manquée. Mais les mots restaient les mêmes, crus et cruels dans ce rectangle lumineux que je tenais dans mes mains tremblantes. Elle avait utilisé son téléphone pour envoyer ça. Elle avait pris son appareil, fait défiler jusqu'à mon contact, tapé ce message et appuyé sur envoyer, sachant exactement ce qu'elle faisait. Ce n'était pas une erreur d'ivresse ou un texto envoyé à la mauvaise personne. C'était délibéré. C'était Sandrine Mercier qui annonçait sa conquête et s'assurait que je comprenne bien qu'elle avait pris quelque chose qui m'appartenait. Je suis resté assise dans l'obscurité de notre chambre, la pièce que nous avions peinte ensemble il y a 3 ans après avoir débattu pendant 2 semaines pour savoir si la couleur était gris colombe ou brume d'argent. Le ventilateur de plafond que nous avions installé l'été dernier pendant une canicule tournait lentement au-dessus de moi. Le même ventilateur pour lequel nous nous étions disputés parce que Stéphane le jugeait inutile et que j'avais insisté pour que nous en ayons un. Les rideaux que nous avions choisis parmi 6 échantillons différents étalés sur la table de notre salle à manger pendaient maintenant immobiles dans l'air calme. Cette année de mariage semblait soudain s'effondrer sur elle-même,
se compressant en un unique point de rupture que j'avais été trop aveugle ou trop confiante pour voir approcher. Mon esprit a commencé à remonter le fil de toute notre relation, de chaque moment et de chaque choix qui avait mené à ce désastre particulier qui se déroulait à 2 heures du matin. Stéphane et moi nous étions rencontrés lors d'une conférence d'architecture à Annecy. J'avais 28 ans, je travaillais comme consultante en design résidentiel pour un cabinet spécialisé dans les pratiques de construction durable. Il en avait 30 et présentait un article sur les matériaux innovants dans la construction commerciale. Nous avions pris un café après sa présentation, puis dîné le soir même, puis pris le petit déjeuner le lendemain matin parce qu'aucun de nous ne voulait que la conversation s'arrête. Il était différent à l'époque, attentionné dans les petites choses qui me faisaient croire que nous construisions quelque chose de solide et de réel. Nous nous sommes mariés 14 mois plus tard, avec vue sur les vignobles de Bordeaux, avec 75 invités et un soleil qui semblait être la bénédiction de la nature elle-même sur notre décision. Mon père, Pierre, m'a conduite à l'hôtel dans son plus beau costume, ses mains fermes sur mon bras, ses yeux brillants de fierté. 6 mois après notre mariage, sa crise cardiaque l'a emporté si soudainement que je n'ai jamais pu lui dire au revoir. Stéphane m'avait soutenu dans ce deuil, à travers l'organisation des funérailles, les formalités administratives de la succession et les longues nuits où je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Il m'avait murmuré des promesses sur le fait de tout affronter ensemble, d'être une équipe quels que soient les défis que la vie nous lancerait. J'avais cru chaque mot. Mais quelque part au cours des 18 derniers mois, après qu'il eut accepté le poste au cabinet de conseil où Sandrine Mercier détenait pouvoir et influence sur les promotions et les trajectoires de carrière, tout avait commencé à changer. Les changements étaient progressifs au début, faciles à écarter comme des pressions naturelles d'un nouveau travail exigeant. Il a commencé à travailler plus tard, rentrant bien après que je sois déjà couché. Il voyageait plus fréquemment, des voyages d'affaires à Carcassonne, Colmar et Saint-Émilion qui semblaient toujours inclure Sandrine dans la délégation, souvent en voyageant en TER. Son téléphone est devenu une extension de son corps, quelque chose qu'il gardait avec une paranoïa croissante, inclinant l'écran loin de moi lorsque des notifications apparaissaient, prenant des appels dans l'autre pièce avec la porte fermée, définissant des mots de passe que je ne connaissais pas et n'avais jamais eu besoin de connaître auparavant. Je m'étais dit que c'était l'ambition professionnelle. Stéphane avait toujours voulu la reconnaissance, avait toujours senti qu'il était capable de plus que ce que ses postes précédents lui avaient permis. Ce nouveau travail était sa chance de faire ses preuves, de grimper au niveau qu'il croyait mériter. J'avais soutenu cette ambition. Je l'avais encouragé à accepter le poste même si cela signifiait des heures plus longues, plus de stress et beaucoup moins de temps ensemble en tant que couple. Les signes étaient là. Je n'avais simplement pas voulu les voir. Le nouveau parfum de chez Dior qu'il avait commencé à porter il y a 3 mois. Quelque chose de cher et de sophistiqué que je ne l'avais jamais aidé à choisir. La façon dont il inclinait son téléphone chaque fois que des notifications apparaissaient. Un geste subtil mais indubitable de dissimulation. Les voyages d'affaires où il oubliait d'appeler pendant des soirées entières, puis envoyait des textos des heures plus tard avec des excuses vagues sur des dîners clients qui s'éternisaient ou une connexion internet peu fiable à l'hôtel. La distance émotionnelle croissante qui nous avait transformés de partenaires en colocataires polis qui partageaient un espace et divisaient les dépenses du ménage mais ne partageaient plus rien de significatif. Mes mains ont bougé avant que mon esprit conscient n'ait pleinement décidé quoi faire. J'ai ouvert le fil de discussion et positionné mes pouces sur le clavier. J'aurais pu écrire des paragraphes. J'aurais pu déverser ma peine, ma confusion et mon sentiment de trahison dans un flot de mots qui leur aurait donné exactement le drame émotionnel qu'ils attendaient probablement. Mais quelque chose de froid et d'analytique s'est installé en moi. Cette même clarté ciblée que j'utilise lorsque j'examine des plans d'architecte à la recherche de faiblesses structurelles. J'ai tapé 7 mots et ajouté un point. Gardez-le. C'est fini entre nous. J'ai appuyé sur envoyer avant que la partie de moi qui voulait négocier et faire des compromis et sauver quelque chose de ce naufrage ne puisse annuler la décision. Le message s'est affiché comme livré immédiatement, puis lu en quelques secondes. Je les ai imaginés ensemble quelque part, probablement son bureau ou son appartement parisien, fixant ma réponse et réalisant que je n'allais pas jouer le rôle de l'épouse dévastée qu'ils avaient anticipé. Pas de supplication, pas de demande d'explication, pas d'appel téléphonique désespéré ou de confrontation larmoyante, juste 7 mots et un point parce que rien ne communique mieux la finalité qu'une ponctuation correcte lorsque vous mettez fin à un mariage par texto au milieu de la nuit. J'ai reposé le téléphone sur la table de chevet, écran vers le bas, et j'ai essayé de me convaincre que je pouvais simplement me retourner et dormir, que je pouvais fermer les yeux et gérer ce désastre le matin quand je serais plus reposé et rationnel.
La tentative a complètement échoué. Mon cerveau a refusé de coopérer, se lançant plutôt dans un inventaire exhaustif de chaque signe avant-coureur que j'avais ignoré au cours des 6 derniers mois. 20 minutes se sont écoulées. 20 minutes pendant lesquelles je suis resté allongé dans l'obscurité, alternant entre l'engourdissement et une rage froide et clarifiante qui aiguisait plutôt qu'elle n'obscurcissait ma pensée. Je commençais tout juste à me demander si j'avais peut-être surréagi, s'il y avait peut-être une explication que je n'avais pas envisagée, quand j'ai entendu le son indubitable d'un moteur de Citroën 2CV dans mon allée, puis des portières de voitures se fermer, 2 d'affilée. Puis des pas sur l'allée du jardin, pas une seule personne, mais 2, accompagnés de voix qui portaient dans la nuit tranquille de la campagne provençale. La voix de Stéphane avait cette hauteur anxieuse que je reconnaissais des moments où il devait faire une présentation à des clients particulièrement difficiles. Cette pointe de stress qui venait de savoir qu'il était dans une situation qu'il ne pouvait pas facilement contrôler ou dont il ne pouvait pas se sortir par la parole. Mais sous sa voix, il y en avait une autre, féminine, portant un ton que j'ai immédiatement reconnu comme triomphant. J'ai rejeté les couvertures et je suis sorti du lit, mes mouvements automatiques et déterminés. J'ai enfilé le jean que j'avais porté plus tôt, celui drapé sur la chaise dans le coin, et j'ai attrapé le pull en cachemire que Stéphane m'avait offert pour notre 6e anniversaire de mariage l'année dernière. À l'époque où il se souvenait encore que de tels gestes comptaient, à l'époque où il faisait encore semblant de se soucier des petits détails qui maintiennent un mariage. Je suis descendu, mes pieds nus silencieux sur le parquet en bois que nous avions rénové ensemble il y a 2 ans. Passant devant les photos encadrées de notre mariage qui semblaient maintenant moins des célébrations d'amour que des preuves de promesses rompues, j'ai atteint la porte d'entrée, cette entrée en fer forgé avec des panneaux de verre personnalisés que nous avions choisis ensemble pendant la rénovation de notre maison de campagne. À l'époque où nous prenions encore des décisions en équipe, où nous croyions encore que nous construisions un avenir qui durerait. C'est là que j'ai regardé à travers le Judas et que j'ai vu exactement ce que j'avais décrit au début. Stéphane, l'air absolument terrifié, son costume chair froissé d'une manière qui indiquait clairement une activité physique récente, ses cheveux en désordre, sa cravate desserrée et de travers. Et à côté de lui se tenait Sandrine Mercier, souriant avec une fierté authentique comme un chasseur qui a abattu un gibier impressionnant et veut exposer le trophée. Elle n'était pas gênée. Elle n'était pas désolée. Elle était fière de ce qu'elle avait fait. Et elle voulait que je le voie. Elle voulait que je comprenne qu'elle avait gagné, qu'elle avait pris mon mari, que j'étais censé accepter cette défaite tranquillement et disparaître de leur vie sans faire de vagues. J'ai ouvert la porte en grand, pas seulement une fissure, mais complètement, et je les ai regardés, tous les 2 debout sur mon perron sous la lumière que j'avais laissée allumée avant d'aller me coucher des heures plus tôt. Stéphane a commencé à parler immédiatement, les mots se bousculant dans une cascade désespérée d'explications et d'excuses. Ce n'était pas ce que je pensais. Ils avaient travaillé tard sur une proposition de fusion. Les choses s'étaient compliquées. C'était juste une fois, une terrible erreur. Nous pouvions surmonter ça ensemble. Il m'aimait. Il m'avait toujours aimé. Cela ne signifiait rien. Sandrine n'a rien dit du tout. Elle est restée là avec ce sourire, m'observant avec une évaluation qui me donnait l'impression d'être un rapport trimestriel qu'elle évaluait pour ses faiblesses et ses vulnérabilités. Son silence était plus dommageable que n'importe quel mot aurait pu l'être, car il communiquait clairement qu'elle ne me considérait pas comme une menace, qu'elle croyait avoir déjà gagné, que Stéphane la choisirait parce qu'elle pouvait offrir des choses que je ne pouvais pas fournir. L'avancement professionnel, des relations sociales importantes, le genre d'ambition impitoyable qui correspondait à la sienne. J'ai laissé Stéphane terminer toute sa performance, le regardant comme si j'observais un parfait inconnu plutôt que l'homme avec qui j'avais passé 7 ans de ma vie à construire un partenariat. Puis j'ai regardé directement Sandrine et j'ai posé une seule question qui allait changer tout ce qui a suivi. Combien d'autres y a-t-il eu? Combien d'autres épouses ont reçu des textos comme le mien? Son sourire a vacillé juste une seconde, juste le plus bref scintillement d'incertitude, mais je l'ai vu clairement. J'avais passé 7 ans à lire les gens lors de négociations avec des clients, apprenant à repérer les signaux microscopiques qui révèlent quand quelqu'un cache des problèmes structurels dans ses propositions ou dissimule des informations qu'il ne veut pas divulguer. Sandrine cachait quelque chose d'important, et cette fissure momentanée dans sa façade confiante m'a dit que mon intuition était absolument correcte. Stéphane avait l'air confus, jetant des regards entre nous, ne comprenant manifestement pas ce que je demandais ni pourquoi c'était important. Mais Sandrine comprenait parfaitement. Elle s'est vite reprise, remettant ce masque d'entreprise en place avec une efficacité bien rodée. Mais le mal était déjà fait. J'avais vu la vérité en dessous.
Et à cet instant, j'ai pris ma décision sur ce qui allait se passer exactement. Entrez, ai-je dit en reculant du seuil de la porte. Vous deux, si nous devons avoir cette conversation, nous ne le ferons pas sur mon perron à 2h30 du matin pour que les voisins en soient témoins. Stéphane s'est avancé immédiatement, le soulagement se lisant sur son visage à la perspective que j'étais disposé à parler plutôt que de simplement claquer la porte. Sandrine a suivi avec plus de prudence, ses mouvements calculés comme quelqu'un entrant dans un territoire qu'elle n'avait pas entièrement cartographié ou contrôlé. Je les ai conduits à travers l'entrée dans le salon, l'espace que Stéphane et moi avions conçu ensemble avec ses baies vitrées donnant sur le jardin, ses bibliothèques intégrées contenant notre collection combinée de textes d'architecture et de romans. Des meubles que nous avions choisis pendant les premières années de notre mariage quand nous prenions encore des décisions en tant qu'unité. Le contraste entre eux était saisissant sous la lumière chaude de la lampe de notre maison. Stéphane avait l'air d'avoir traversé une apocalypse personnelle, sa chemise sortie du pantalon, sa cravate pendant lâchement autour de son cou, ses yeux portant ce désespoir d'un homme qui venait de réaliser qu'il avait fait une erreur de calcul catastrophique. Sandrine, d'un autre côté, semblait sortir d'une séance photo pour un magazine d'entreprise. Son tailleur anthracite était parfaitement repassé malgré l'heure. Ses talons claquaient avec autorité contre notre parquet en bois, et sa posture rayonnait de ce genre de confiance agressive qui vient d'années de guerre d'entreprise. « Stéphane » dis-je, gardant ma voix égale et professionnelle, le même ton que j'utilisais lors de réunions clients difficiles lorsque les émotions devaient être mises de côté en faveur de l'analyse structurelle. « Monte dans la chambre d'amis. Je dois parler à Sandrine en privé. Tu as dit ce que tu avais à dire. Maintenant, c'est son tour. » Il a commencé à protester, ouvrant la bouche pour objecter, mais quelque chose dans mon expression l'a arrêté net. Stéphane avait toujours été mal à l'aise avec la confrontation directe. Il avait toujours préféré aplanir les problèmes et trouver des solutions diplomatiques plutôt que d'aborder les problèmes de fond. Cette tendance était probablement la raison exacte pour laquelle Sandrine l'avait trouvé une cible si facile en premier lieu. Il était vulnérable d'une manière qu'il ne reconnaissait même pas. Susceptible à la manipulation par quelqu'un qui comprenait comment exploiter l'insécurité professionnelle et le besoin désespéré de validation de la part de figures d'autorité. Il a monté les escaliers lentement, ses pas lourds sur chaque marche, regardant en arrière plusieurs fois comme s'il espérait que je cédais le rappel, lui accordant un sursis à ce qui allait se dérouler en son absence. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai attendu d'entendre la porte de la chambre d'amis se fermer, puis j'ai tourné toute mon attention vers Sandrine Mercier. Elle s'était déplacée au centre du salon et se tenait les bras croisés, ce sourire jouant toujours au coin de sa bouche, bien que j'ai remarqué qu'il était devenu légèrement plus figé, moins authentique qu'il ne l'avait été sur mon perron. Elle réévaluait la situation, recalculait son approche maintenant qu'elle était seule avec moi, et que je ne réagissais pas selon le scénario qu'elle avait anticipé. « Vous vous attendiez à des larmes, dis-je, sans me soucier des politesses ou du préambule. Vous vous attendiez à ce que je m'effondre, que je crie ou que je supplie ou que je fasse une scène qui vous permettrait de vous positionner comme la personne rationnelle pendant que je jouais le rôle de l'épouse hystérique. Cela n'arrivera pas. Je ne sais pas ce que vous pensez que c'est, répondit Sandrine, sa voix portant ce vernis d'entreprise lisse qui vient d'années de gestion de conversations difficiles avec des subordonnés et des concurrents. Mais Stéphane et moi sommes tous deux des adultes qui ont fait des choix. Ce qui se passe entre adultes consentants ne vous concerne franchement plus, surtout depuis que vous venez de mettre fin à votre mariage par texto. Vous avez envoyé ce texto depuis son téléphone, dis-je en observant attentivement son visage. Vous avez pris son appareil, fait défiler jusqu'à mon contact, tapé ce message me disant qu'il vous appartient maintenant, et appuyé sur envoyer. Ce n'était pas Stéphane qui faisait un choix. C'était vous qui faisiez une déclaration. Alors, laissez-moi vous poser une question directement, car je pense que nous savons toutes les deux qu'il y a plus dans cette histoire qu'une simple liaison. J'ai fait un pas de plus, maintenant le contact visuel. Combien d'autres y a-t-il eu? Combien d'autres épouses ont reçu des textos comme le mien depuis le téléphone de leur mari? Des messages que vous avez rédigés et envoyés parce que vous vouliez qu'elle sache que vous aviez gagné. Le sourire a complètement disparu. Pendant une seconde, peut-être deux, son masque d'entreprise a glissé et j'ai vu une véritable incertitude traverser son visage. C'était la micro-expression que j'attendais, le minuscule signal qui révèle quand quelqu'un cache des défauts structurels dans son récit soigneusement construit. J'avais passé 7 ans à lire les gens lors de négociations avec des clients, apprenant à identifier les indices subtils qui indiquent quand quelqu'un dissimule des problèmes qu'il espère désespérément voir passer inaperçus. Je n'ai aucune idée de quoi vous parlez,
a dit Sandrine. Mais sa voix avait perdu une partie de sa confiance antérieure. Vous êtes clairement contrarié et vous ne pensez pas de manière rationnelle. Peut-être devriez-vous prendre le temps de digérer ce qui s'est passé avant de commencer à faire des accusations folles. Des accusations folles, ai-je répété, riant presque de son audace. Stéphane n'est pas le premier homme marié que vous avez poursuivi dans votre cercle professionnel, n'est-ce pas? La façon dont vous avez envoyé ce texto, la confiance avec laquelle vous vous êtes présenté à ma porte, la nature bien rodée de toute cette performance. C'est un schéma pour vous. Alors, je vais vous le demander directement, et je veux que vous réfléchissiez bien avant de répondre car j'en sais déjà plus que vous ne le pensez. J'ai marqué une pause, laissant le silence s'étirer entre nous jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable. Combien d'hommes mariés avez-vous ciblés dans votre entreprise? Et votre PDG sait-il que sa vice-présidente des opérations a créé des environnements de travail hostiles et des problèmes de responsabilité potentiels en s'engageant dans des liaisons systématiques avec des employés subalternes? J'ai vu la couleur quitter son visage alors qu'elle commençait à comprendre que cette conversation ne portait pas sur Stéphane ou notre mariage ou une quelconque rivalité amoureuse entre deux femmes pour un homme. Il s'agissait de dynamiques de pouvoir, de responsabilité d'entreprise, de schémas de comportement prédateurs qui pouvaient détruire des carrières et exposer des défaillances institutionnelles à protéger les employés contre exactement ce type de mauvaise conduite. Vous ne pouvez rien prouver, dit-elle. Mais sa voix avait acquis un ton tranchant qui n'était pas là auparavant. Le vernis d'entreprise lisse se fissurait, révélant quelque chose de plus dur et de plus désespéré en dessous. Quoi que vous pensiez savoir, quoi que vous pensiez avoir trouvé, ça ne veut rien dire. Et si vous essayez de me créer des ennuis, j'ai des ressources que vous ne pouvez même pas imaginer. Des avocats qui vous enseveliront sous les frais de justice jusqu'à ce que vous soyez en faillite. Des relations professionnelles qui feront en sorte que vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville. Des ressources, dis-je, laissant le mot en suspens dans l'air entre nous. Oui, parlons des ressources. J'ai passé les derniers mois à regarder Stéphane devenir de plus en plus distant et secret. Et contrairement à lui, je suis minutieuse quand quelque chose me trouble. Quand mes instincts me disent que l'intégrité structurelle est compromise, j'enquête avant que tout le système ne s'effondre. J'ai sorti mon téléphone, le même appareil qui avait livré ce message cruel il y a moins d'une heure, et j'ai ouvert le navigateur pour lui montrer ce que j'avais regardé pendant ces 20 minutes entre l'envoi de ma réponse et l'arrivée de leur voiture. J'ai passé ces 20 minutes après votre texto à faire ce que je fais de mieux, c'est-à-dire des recherches. Une recherche rapide de votre nom, combinée à des termes comme plainte au travail et environnement de travail hostile, a donné des résultats fascinants. J'ai tourné l'écran vers elle pour qu'elle puisse voir les résultats de la recherche elle-même. 3 employés différents de votre précédente entreprise ont déposé des plaintes formelles avant que vous ne déménagiez opportunément à votre poste actuel. Les plaintes ont toutes été réglées discrètement, enterrées sous des accords de non-divulgation qui protégeaient la réputation de l'entreprise et vous permettaient de simplement déménager plutôt que de faire face à de réelles conséquences. Mais le schéma est documenté si vous savez où chercher. Des registres publics, des dépôts de plaintes au tribunal qui ont été scellés mais qui laissent encore des traces, des réseaux professionnels où les gens chuchotent sur les raisons pour lesquelles certains cadres changent soudainement d'entreprise. Sandrine était devenue complètement immobile, son visage se transformant en quelque chose de froid et de calculateur alors qu'elle traitait cette information et commençait à recalculer sa position. Ces plaintes étaient sans fondement, dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. Des employés mécontents qui faisaient des accusations qu'ils ne pouvaient pas étayer, essayant de nuire à ma réputation parce que je les tenais à des normes professionnelles élevées. 3 plaintes distinctes, ai-je poursuivi, ignorant sa faible défense. Toutes suivant le même schéma de base, toutes impliquant des hommes mariés dans des positions professionnelles vulnérables. Toutes ayant abouti à des mariages détruits et des carrières endommagées pour tout le monde sauf vous. Vous avez simplement changé d'entreprise, trouvé une nouvelle opportunité, un nouvel ensemble de cibles qui n'avaient aucune idée du schéma dans lequel elles mettaient les pieds. J'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai remis dans ma poche. Stéphane n'est pas le premier. Et si je vous laisse sortir d'ici ce soir sans conséquence, il ne sera pas le dernier. Vous faites ça depuis des années, utilisant votre position et votre autorité pour manipuler les gens, puis utilisant les structures d'entreprise et les accords de non-divulgation pour faire taire quiconque essaie de vous demander des comptes. Que voulez-vous ? Demanda finalement Sandrine, et la question sortit plus sèchement que je pense qu'elle ne l'avait prévu. Le masque d'entreprise était complètement tombé maintenant, remplacé par quelque chose qui ressemblait à une véritable inquiétude pour la première fois depuis qu'elle se tenait sur mon perron en souriant de sa conquête.
Je veux que vous compreniez que l'envoi de ce message a été la pire décision que vous ayez jamais prise, dis-je doucement. Parce qu'il m'a donné exactement la preuve dont j'ai besoin pour démontrer que ce n'était pas une liaison spontanée ou un enchevêtrement romantique. C'était un comportement prédateur calculé de la part de quelqu'un ayant un historique documenté de faire exactement la même chose. Et contrairement aux victimes précédentes qui ont signé des accords de non-divulgation et ont disparu tranquillement, je ne vais nulle part. Je vais m'assurer que tout le monde sache exactement quel genre de personne vous êtes. Sandrine a ouvert la bouche pour répondre, probablement pour me menacer à nouveau avec des avocats et des ressources et une destruction professionnelle. Mais à ce moment-là, nous avons toutes les deux entendu des pas dans les escaliers. Stéphane est apparu dans l'embrasure de la porte du salon, son visage montrant qu'il avait manifestement écouté au moins une partie de notre conversation depuis la chambre d'amis à l'étage. L'expression qu'il portait était une que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange d'horreur et de compréhension naissante alors qu'il commençait à réaliser que cette situation était bien plus compliquée qu'il ne l'avait imaginé. « Manon » dit-il, utilisant mon nom comme une question ou peut-être une supplication. « De quoi parle-t-elle ? Quelle plainte précédente ? » Je pensais que c'était juste à propos de nous, de ce qui s'est passé entre Sandrine et moi. J'ai regardé mon mari, l'homme avec qui j'avais passé 7 ans à construire une vie, et je n'ai ressenti qu'une sorte de pitié lointaine pour la façon dont il s'était fait complètement manipuler. « Tu pensais que tu étais spécial » dis-je sans méchanceté. « Tu pensais que c'était une grande romance, que Sandrine et toi aviez découvert quelque chose d'unique et qui valait la peine de tout risquer. Mais tu n'as jamais été spécial, Stéphane. Tu étais juste pratique. Un autre homme marié dans une position professionnelle vulnérable, désespéré de validation de la part de quelqu'un ayant du pouvoir sur sa trajectoire de carrière. Elle a identifié exactement ce dont tu avais besoin et l'a fourni, et tu ne t'es jamais demandé pourquoi ni considéré que tu suivais peut-être un scénario qu'elle avait joué de nombreuses fois auparavant. » Stéphane se tenait figé dans l'embrasure de la porte, son visage passant par des expressions de confusion, d'horreur, et quelque chose qui ressemblait inconfortablement à de la trahison, comme si je l'avais en quelque sorte lésé en découvrant sa liaison plutôt que lui en m'ayant trompé. Sandrine s'était raidie, son sang-froid d'entreprise se fissurant visiblement alors qu'elle traitait ce que je venais de révéler sur son schéma de comportement à travers plusieurs entreprises. « J'ai engagé un détective privé il y a 6 semaines, dis-je, adressant mes mots à Sandrine, mais gardant Stéphane dans ma vision périphérique. Son nom est Nicolas Leroy, un ancien gendarme spécialisé dans les enquêtes sur la mauvaise conduite en entreprise avant de passer au privé. Quand j'ai commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas, j'aurais pu confronter Stéphane directement, exiger des explications et probablement recevoir une série de mensonges soigneusement construits. Au lieu de cela, j'ai fait ce que je fais toujours quand je soupçonne que l'intégrité structurelle est compromise. J'ai recueilli des données. J'ai analysé les schémas. J'ai constitué un dossier complet. Le visage de Sandrine était devenu complètement blanc, le genre de pâleur qui vient d'une peur authentique plutôt que d'une simple gêne ou d'un inconfort. Vous m'avez fait enquêter pendant 6 semaines. Sa voix est sortie plus aiguë que son registre contrôlé habituel. C'est une violation de la vie privée. C'est du harcèlement. Je pourrais vous faire arrêter pour harcèlement. En fait, vous ne pourriez pas, ai-je répondu calmement. Nicolas opère dans des limites complètement légales. Il documente les activités qui se déroulent dans les espaces publics, examine les registres accessibles au public et contacte les personnes qui acceptent volontairement de partager leurs expériences. Rien de ce qu'il a fait ne constitue du harcèlement ou une violation de la vie privée. Mais vous le savez déjà, n'est-ce pas? Parce que vous avez probablement déjà eu affaire à des détectives privés auparavant. À l'époque où ces plaintes étaient déposées dans votre précédente entreprise. J'ai sorti mon téléphone, l'appareil qui avait déclenché toute cette confrontation avec son message cruel à 2 heures du matin, et j'ai ouvert le dossier sécurisé où Nicolas avait envoyé ses rapports au cours des dernières semaines. Il y a 6 semaines, j'étais assise à la table de notre cuisine en essayant de rapprocher notre relevé de carte bancaire. Stéphane avait toujours été quelque peu négligent avec les reçus et la documentation, donc je m'occupais généralement de nos finances mensuelles. Ce soir-là en particulier, j'ai remarqué des frais qui ne correspondaient pas aux histoires qu'il m'avait racontées sur ses activités professionnelles. J'ai fait défiler le dossier, passant les photographies et les rapports horodatés, trouvant les frais spécifiques que j'avais d'abord remis en question. Un dîner dans un restaurant étoilé à Lyon un mardi soir alors que Stéphane m'avait dit qu'il travaillait tard au bureau sur une présentation d'équipe, une note d'hôtel à Carcassonne pour une suite plutôt qu'une chambre standard lors d'un voyage qu'il avait décrit comme une obligation en solo pour une proposition client.
des frais de bar à vin et de restaurants chics dont je n'avais jamais entendu parler, tous survenant les soirs où il prétendait être coincé dans des réunions fastidieuses ou submergé par des échéances. Stéphane a émis un son quelque part entre un gémissement et une protestation, mais j'ai continué sans lui prêter attention. J'aurais pu le confronter avec ses divergences. Mais les architectes apprennent très tôt dans leur formation que lorsqu'on soupçonne des problèmes de fondation, on ne se contente pas de regarder les fissures en surface. On enquête sur la structure sous-jacente. J'ai donc recherché des détectives privés dans notre région spécialisés dans les affaires de mauvaise conduite en entreprise et personnelle. Le nom de Nicolas Leroy est apparu sur plusieurs listes de recommandations professionnelles, avec un accent particulier sur sa discrétion et sa minutie. J'ai tourné l'écran du téléphone vers Sandrine, lui montrant la première photographie de la collection de Nicolas. Elle avait été prise il y a 4 semaines à l'extérieur du restaurant étoilé à Lyon, montrant Stéphane et Sandrine quittant l'établissement ensemble, sa main posée intimement sur le bas de son dos, son visage tourné vers lui avec une expression qui communiquait bien plus qu'une collégialité professionnelle. L'horodatage indiquait 20h47. Les données de géolocalisation étaient intégrées dans les métadonnées du fichier. Nicolas a tout documenté, dis-je doucement. Chaque dîner, chaque voyage d'affaires qui n'était pas vraiment professionnel. Chaque soirée où Stéphane me disait qu'il travaillerait tard, mais allait plutôt à votre immeuble parisien et ne partait qu'au petit matin. Tout photographié, tout horodaté, tout géolocalisé avec une précision qui tiendrait dans n'importe quelle procédure de divorce ou enquête d'entreprise. J'ai fait défiler le dossier, montrant image après image. Stéphane et Sandrine à une terrasse de café, partageant un dessert avec cette intimité facile qui vient des relations établies plutôt que des nouvelles attractions. Stéphane et Sandrine entrant dans un hôtel à Carcassonne, le même voyage où il m'avait dit qu'il séjournait dans un centre de conférences économiques fourni par le client. Stéphane et Sandrine dans le parking de son immeuble à 21h, surpris à un moment où il lui tenait le visage entre ses mains et ses yeux étaient fermés en anticipation évidente d'un baiser. Mais les photographies ne racontent qu'une partie de l'histoire, ai-je poursuivi, fermant le dossier d'images et ouvrant un autre fichier contenant des documents textes et des déclarations enregistrées. Nicolas est exceptionnellement minutieux. Une fois qu'il a établi le schéma de votre relation avec Stéphane, il a commencé à enquêter sur votre historique professionnel. C'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Sandrine avait retrouvé un peu de son sang-froid, bien que son visage soit resté pâle et ses mains serrées en poing à ses côtés. Quoi que vous pensiez avoir trouvé dans mon historique professionnel est protégé par des accords de confidentialité et des termes de règlement. Ces dossiers sont scellés. Vous n'avez aucun droit légal d'y accéder. Les dossiers scellés laissent encore des traces, ai-je répondu. Des dépôts de plainte au tribunal qui montrent que des affaires ont été initiées même si les détails sont protégés. Des réseaux professionnels où les gens chuchotent sur les raisons pour lesquelles certains cadres déménagent soudainement. D'anciens collègues qui sont prêts à partager des informations générales sur la culture du lieu de travail et les schémas de comportement, même s'ils ne peuvent pas discuter des termes spécifiques du règlement. Nicolas a passé 3 semaines à retrouver des femmes de votre précédente entreprise qui avaient déposé ces plaintes au travail que j'ai mentionné plus tôt. J'ai vu l'expression de Sandrine passer de la colère défensive à quelque chose approchant une véritable panique. Il les a contactées avec soin et respect, a expliqué qu'il pourrait y avoir une autre victime suivant le même schéma qu'elles avaient connu, a demandé si elles seraient prêtes à partager leurs histoires. 3 d'entre elles ont accepté de parler. Elles ont fourni des déclarations détaillées sur leurs expériences, sur le schéma de votre façon d'opérer. Stéphane a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie faible et incertaine. Manon, de quoi parles-tu? Quelle femme? Quel schéma? Je pensais que c'était à propos de nous, d'une erreur que j'ai faite, pas d'une théorie du complot impliquant le passé de Sandrine. Je me suis tourné pour regarder mon mari directement pour la première fois depuis qu'il était apparu dans l'embrasure de la porte. Le schéma est remarquablement cohérent, Stéphane. Sandrine identifie des hommes mariés dans des positions professionnelles vulnérables, des hommes ambitieux mais peu sûrs de leur trajectoire de carrière, des hommes qui veulent désespérément la validation de figures d'autorité. Elle fournit cette validation par le biais d'un mentorat professionnel qui devient progressivement une attention personnelle. Elle utilise sa position et son accès pour créer des situations où l'intimité se développe, toujours avec soin, toujours avec une dénégation plausible. Puis, lorsque la relation arrive à son terme ou menace de devenir publiquement problématique, elle passe à autre chose. Les mariages s'effondrent. Les carrières des hommes en souffrent souvent,
mais Sandrine déménage simplement dans une nouvelle entreprise avec une recommandation élogieuse et recommence le schéma avec un nouvel ensemble de cibles. J'ai sorti l'une des déclarations écrites que Nicolas avait recueillies. Celle-ci provenait d'une femme nommée Valérie qui avait déposé une plainte il y a 5 ans dans l'ancienne entreprise de Sandrine. Le mari de cette femme travaillait sous la supervision de Sandrine dans la division marketing. Sandrine l'a poursuivi pendant 8 mois en utilisant les mêmes techniques qu'elle a utilisées avec toi. Séance de travail tard le soir, voyage d'affaires où il se trouvait séjourné dans le même hôtel, éloges professionnels et opportunités d'avancement de carrière liées à la loyauté personnelle. Lorsque l'épouse a découvert la liaison et que le mari a tenté de mettre fin aux choses, Sandrine a rendu sa vie professionnelle misérable jusqu'à ce qu'il démissionne finalement. Le mariage s'est soldé par un divorce. La carrière du mari ne s'est jamais remise, et Sandrine a reçu une promotion 3 mois plus tard avant de déménager discrètement dans une nouvelle entreprise lorsque l'épouse a menacé de rendre la situation publique. Stéphane était devenu très silencieux, son visage montrant la prise de conscience naissante qu'il n'avait pas été spécial ou unique, qu'il avait suivi un scénario écrit et joué plusieurs fois auparavant. Sandrine, cependant, avait changé de tactique. La peur avait été remplacée par un calcul froid. Même si tout cela était vrai, dit-elle, sa voix retrouvant une partie de son autorité antérieure. Vous ne pouvez pas prouver que j'ai fait quoi que ce soit d'illégal. Les liaisons au travail arrivent. Les gens font de mauvais choix personnels. Cela ne constitue pas un schéma de comportement prédateur ou de mauvaise conduite en entreprise. Et si vous essayez de rendre cela public, j'ai des avocats qui vous détruiront. J'ai des ressources que vous ne pouvez même pas imaginer. Je vous ensevelirai sous les litiges jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien. Des ressources, ai-je répété, laissant le mot en suspens dans l'air entre nous. Vous continuez à mentionner vos ressources comme si elles offraient une immunité contre les conséquences. Mais voici ce que vous semblez ne pas comprendre, Sandrine. Je ne suis pas intéressé par les litiges ou les batailles juridiques. Je n'essaie pas de monter un dossier pénal contre vous. Ce que je vous offre, c'est un choix. J'ai posé mon téléphone sur la table basse entre nous. L'écran montrait encore la déclaration de Valérie avec sa documentation minutieuse de la manière exacte dont Sandrine avait détruit son mariage et la carrière de son mari. Vous avez 2 options. La première est que vous démissionniez de votre poste immédiatement. Demain matin, vous soumettez votre démission à votre PDG, en invoquant des raisons personnelles ou des obligations familiales ou toute autre explication qui vous permet de sortir avec élégance. Vous quittez cette ville, vous quittez ce secteur, et vous disparaissez tranquillement avant que ce schéma ne devienne de notoriété publique. Sandrine a commencé à parler, mais j'ai levé une main pour l'arrêter. La deuxième option est que Nicolas publie tout ce qu'il a compilé à votre PDG, à votre conseil d'administration et à plusieurs journalistes spécialisés dans les affaires de mauvaise conduite en entreprise. Les photographies documentant votre liaison avec un employé subalterne. Les déclarations de femmes de votre précédente entreprise décrivant des schémas de comportement identiques. La preuve que vous faites cela depuis des années, utilisant votre position pour manipuler des employés vulnérables, puis utilisant les structures d'entreprise et les accords de règlement pour faire taire quiconque essaie de vous demander des comptes. J'ai repris mon téléphone et j'ai rencontré ses yeux directement. Ces accords de non-divulgation sur lesquels vous continuez de vous appuyer. Nicolas a confirmé avec ses contacts juridiques qu'ils deviennent nuls lorsqu'il y a un schéma de comportement prédateur qui représente une menace continue pour les autres. Les femmes de votre précédente entreprise sont prêtes à rompre leur silence si cela signifie vous empêcher de blesser plus de gens. Le secteur du conseil est remarquablement petit, Sandrine. Les réputations comptent, et la vôtre est sur le point de devenir très intéressante à discuter lors des conférences professionnelles et des événements de réseautage. Le silence qui a suivi était lourd et chargé. Sandrine se tenait parfaitement immobile, son esprit parcourant manifestement des calculs et des scénarios, essayant de trouver un angle ou un levier qu'elle pourrait utiliser pour reprendre le contrôle de la situation. Stéphane avait l'air de vouloir s'enfoncer dans le sol et disparaître complètement. Vous avez 24 heures pour décider, ai-je dit finalement. Après cela, Nicolas envoie son dossier complet à tous ceux qui ont besoin de le voir. C'est votre choix. Sandrine m'a regardé longuement, son visage illisible. Puis, sans dire un autre mot, elle s'est tournée et s'est dirigée vers ma porte d'entrée. Ses talons de créateur claquaient contre le parquet en bois avec des coups secs et décisifs qui résonnaient dans la maison silencieuse. Elle n'a pas regardé en arrière. Elle n'a pas offert de menaces ou de protestations. Elle est simplement partie,
fermant la porte derrière elle avec une précision contrôlée qui semblait en quelque sorte la chose la plus honnête qu'elle ait faite de toute la soirée. Le son de sa voiture démarrant et quittant mon allée semblait être la ponctuation à la fin d'une très longue phrase. Stéphane est resté debout dans le salon après le départ de Sandrine, ressemblant à un homme qui venait de voir toute sa compréhension de la réalité s'effondrer autour de lui. Le silence entre nous s'est étiré, lourd et inconfortable, rempli de tous les mots que nous ne nous étions pas dit au cours des 18 derniers mois et de toutes les conversations que nous n'aurions jamais maintenant. Manon, a-t-il finalement dit, mon nom sortant comme une question ou peut-être une supplication pour une sorte d'absolution que je n'avais aucune intention de fournir. Je ne savais pas. Je te jure, je ne savais pas qu'elle avait fait ça avant. Elle m'a dit que nous avions quelque chose de spécial, que ce que nous avions était différent de tout ce qu'elle avait connu auparavant. Elle m'a fait croire que c'était réel, que nous avions une véritable connexion. J'ai failli rire de l'absurdité de sa défense, de la façon dont il essayait toujours de présenter cela comme une sorte de tragédie romantique plutôt que la manipulation calculée que c'était en réalité. Bien sûr qu'elle t'a dit ça, Stéphane. C'est exactement comme ça que ça marche. Elle a identifié ce dont tu avais besoin, quelle vulnérabilité elle pouvait exploiter, et elle a fourni exactement cette validation. L'affirmation professionnelle de quelqu'un ayant du pouvoir sur ta carrière. L'attention personnelle de quelqu'un qui te faisait sentir important, spécial et valorisé d'une manière que tu n'obtenais apparemment pas de ta femme. Il a tressailli à mon ton, mais je n'avais pas fini. Tu n'étais pas spécial. Tu n'étais pas unique. Tu étais pratique. Tu étais un homme marié dans une position professionnelle vulnérable. Ambitieux mais peu sûr de toi, désespéré de reconnaissance de la part de figures d'autorité. Elle fait ça depuis des années, ciblant des hommes exactement comme toi, utilisant le même scénario encore et encore parce que ça marche. Et tu ne t'es jamais demandé pourquoi une vice-présidente s'intéresserait à toi spécifiquement, pourquoi elle risquerait son poste pour une grande romance, si son attention pouvait avoir des motivations qui n'avaient rien à voir avec ta particularité inhérente. Stéphane s'est affalé sur le canapé, la tête entre les mains. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Ma carrière va être détruite quand ça va sortir. Tout le monde au cabinet le saura. Mes collègues penseront que j'ai couché pour arriver à mon poste actuel. Ma réputation professionnelle sera ruinée. Ta réputation professionnelle, ai-je répété, et je pouvais entendre le ton de ma propre voix devenir plus tranchant. C'est ta principale préoccupation en ce moment. Pas le mariage que tu as détruit, pas la confiance que tu as violée, mais ta réputation professionnelle. Tu as fait des choix, Stéphane. Tu as choisi d'avoir une liaison avec ta patronne. Tu as choisi de me mentir pendant des mois. Tu as choisi de la laisser utiliser ton téléphone pour m'envoyer ce message cruel. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences de ces choix. Je me suis dirigé vers la fenêtre donnant sur notre jardin, l'espace que nous avions planté ensemble il y a 3 printemps, quand nous croyions encore que nous construisions quelque chose qui durerait. Tu peux rester dans la chambre d'amis ce soir parce qu'il est presque 4 heures du matin et que je suis trop épuisé pour gérer ton départ tout de suite. Mais je veux que tu sois hors de cette maison d'ici la fin de la semaine. Je demanderai le divorce demain. Mon avocat te contactera au sujet de la division des biens et du processus de séparation de nos finances. Ce mariage est terminé. 7 ans, dit-il, et sa voix se brisa avec ce qui aurait pu être une émotion authentique ou de l'apitoiement sur soi. Honnêtement, je ne pouvais plus faire la différence. 7 ans de mariage et tu y mets fin comme ça. Je n'ai même pas la chance de me battre pour nous. De prouver que je peux changer, que je peux être meilleur. Je me suis tourné pour le regarder vraiment, et je n'ai ressenti qu'une sorte de pitié lointaine pour l'homme que j'avais autrefois aimé assez pour l'épouser. Tu y as mis fin quand tu as fait le choix de me trahir, Stéphane. Je ne fais que reconnaître la réalité, et honnêtement, le fait que tu penses mériter une chance de te battre pour nous après tout ce que tu as fait démontre simplement à quel point tu ne comprends toujours pas fondamentalement ce que tu as détruit. Il a ouvert la bouche pour argumenter davantage, mais j'ai levé une main pour l'arrêter. Monte. Essaie de dormir si tu peux. Nous nous occuperons de la logistique le matin quand nous serons tous les deux plus rationnels. Mais cette conversation est terminée. Il a monté les escaliers lentement, vaincu, et j'ai entendu la porte de la chambre d'amis se fermer avec un clic doux qui semblait être la ponctuation à la fin de notre mariage. Je n'ai pas dormi. Je suis resté assise dans le salon alors que le ciel s'éclaircissait progressivement à l'extérieur des fenêtres, regardant le soleil se lever sur le jardin,
traitant tout ce qui s'était passé au cours des dernières heures. À 7 heures du matin, j'ai fait du café et j'ai appelé ma jeune sœur, Chloé. J'avais besoin de dire à quelqu'un ce qui s'était passé. J'avais besoin d'une sorte de soutien, de solidarité ou au moins d'une oreille attentive pour gérer ce désastre. Manon, qu'est-ce qui ne va pas? Chloé a répondu immédiatement, sa voix pâteuse de sommeil. Pourquoi appelles-tu si tôt? Stéphane a eu une liaison avec sa patronne, ai-je dit sans préambule, trop fatigué pour des introductions en douceur ou des explications prudentes. Je l'ai découvert la nuit dernière. En fait, elle m'a envoyé un texto depuis son téléphone à 2 heures du matin pour me dire qu'il lui appartenait maintenant. Je lui ai dit qu'elle pouvait le garder. Je demande le divorce aujourd'hui. Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Puis Chloé a dit quelque chose auquel je ne m'attendais absolument pas. Manon, es-tu sûre de ne pas surréagir? Je veux dire, tu as dit que c'était peut-être juste une fois, non? Les mariages, ça se travaille. Les gens font des erreurs. Veux-tu vraiment jeter 7 ans par la fenêtre pour une seule liaison? Peut-être devriez-vous envisager une thérapie de couple. Donne à Stéphane une chance de s'expliquer et de s'excuser correctement. Ces mots ont été comme un coup physique, comme si quelqu'un avait tendu la main à travers le téléphone et m'avait giflé. Suggères-tu sérieusement que je devrais rester marié à quelqu'un qui a eu une liaison avec sa patronne et l'a laissé m'envoyer des textos cruels au milieu de la nuit? Je dis juste que le divorce est une solution si permanente, a répondu Chloé. Et sa voix avait ce ton prudent que les gens utilisent quand ils pensent que vous êtes déraisonnable ou trop émotive. Vous avez construit une vie ensemble. Vous avez une maison, des finances partagées, 7 ans d'histoire. Ça doit compter pour quelque chose. Peut-être que c'était un moment de faiblesse, une erreur qu'il regrette profondément. Les gens peuvent changer si vous leur en donnez l'occasion. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine en écoutant ma sœur, la personne que je m'attendais à me soutenir inconditionnellement, suggérer plutôt que je devrais pardonner et oublier. Chloé, tu as divorcé il y a 3 ans quand ton mari t'a trompé avec une collègue. Tu m'as dit à l'époque que tu aurais aimé partir plus tôt, que tu avais perdu des années à essayer de réparer quelque chose qui était fondamentalement brisé. Pourquoi me suggères-tu maintenant de faire exactement ce que tu as dit regretter? Une autre longue pause. Puis Chloé a dit quelque chose qui a coupé bien plus profondément que tout ce que Stéphane avait dit toute la nuit. Parce que tu fais toujours tout parfaitement, Manon. Carrière parfaite, maison parfaite, mariage parfait. Tu es la sœur qui réussit, celle qui a tout compris. Et je suis celle qui a divorcé, qui a lutté, qui a dû tout reconstruire à partir de rien. Si ton mariage s'effondre aussi, qu'est-ce que ça dit de moi? Que j'ai abandonné trop facilement, que j'aurais dû essayer plus fort. Son honnêteté était brutale et complètement inattendue. Ma sœur, que j'avais considérée comme ma plus proche alliée, était en fait pleine de ressentiment envers ma vie, ou du moins la version de ma vie qu'elle avait construite dans son esprit. Elle voulait que je reste marié, non pas parce que c'était le mieux pour moi, mais parce que mon succès validait en quelque sorte son propre échec. Mon mariage heureux faisait de son divorce le bon choix. Si mon mariage échouait aussi, alors peut-être que son divorce avait été prématuré. Chloé, j'ai besoin d'un peu d'espace, dis-je doucement, essayant de garder ma voix stable malgré la douleur qui se propageait dans ma poitrine. Je t'appellerai quand je serai prête à parler à nouveau, mais pour le moment, je ne peux pas gérer la projection de tes propres regrets sur ma situation. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse s'excuser ou essayer de s'expliquer davantage ou de rendre cela encore plus douloureux que ça ne l'était déjà. Je suis restée assise dans ma cuisine, entourée par la lumière du matin qui filtrait par les fenêtres que j'avais choisies, dans une maison que j'avais aidé à concevoir, et je me suis sentie plus seule que je ne l'avais été même à 2 heures du matin lorsque ce texto était arrivé. La trahison de votre mari est un type de douleur. La trahison de votre sœur, de quelqu'un que vous vous attendiez à voir à vos côtés inconditionnellement, coupe différemment. Elle frappe plus profondément parce que vous ne vous y attendez pas, parce que vous n'aviez pas construit de défense contre cette blessure particulière. Mon téléphone a de nouveau sonné vers 14 heures. Un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli le laisser aller à la messagerie vocale, trop épuisé émotionnellement pour gérer des appels inconnus. Mais quelque chose m'a poussé à répondre. Est-ce Manon Lefebvre? A demandé une voix de femme. Mon nom est Sandrine Duval. Nicolas Leroy m'a donné votre numéro. J'espère que ça ne vous dérange pas que j'appelle.
Sandrine, dis-je, reconnaissant immédiatement le nom. Vous étiez l'une des femmes de l'ancienne entreprise de Sandrine Mercier. Une de celles qui ont déposé une plainte? Oui, a-t-elle confirmé. Et je pouvais entendre quelque chose dans sa voix qui ressemblait à un soulagement mêlé de nervosité. Nicolas m'a contacté la semaine dernière, a expliqué qu'il pourrait y avoir une autre victime, m'a demandé si je serais prête à fournir une déclaration sur mon expérience. Je voulais vous appeler directement parce que je devais vous dire quelque chose d'important. Elle a pris une profonde inspiration et quand elle a continué, sa voix était plus forte. Ce que vous faites, ne pas rester silencieuse, ne pas signer un accord de non-divulgation et disparaître tranquillement, cela demande un vrai courage. Je n'ai pas eu ce courage il y a 3 ans quand Sandrine a détruit mon mariage. Quand mon mari a perdu son travail à cause de la situation qu'elle a créée, l'entreprise m'a offert un règlement, de l'argent pour que je parte, un accord de confidentialité pour s'assurer que je ne parlerai jamais de ce qui s'est passé, et je l'ai accepté. Sa voix s'est légèrement brisée, et je l'ai entendu essayer de se ressaisir. J'ai pris l'argent parce que j'avais peur et honte et je voulais juste que tout ce cauchemar se termine. Je voulais prétendre que ça n'était jamais arrivé, continuer ma vie et ne plus jamais penser à Sandrine Mercier. Mais ça n'a jamais été vraiment terminé. J'ai porté cette honte pendant des années. J'ai regardé de loin comment elle a déménagé dans une nouvelle entreprise, a probablement trouvé de nouvelles cibles, a probablement détruit d'autres mariages, et je savais que j'aurais pu l'arrêter si j'avais été assez courageuse pour parler. Mais je ne l'ai pas été. J'ai senti quelque chose changer en moi en écoutant la confession de Sandrine, une compréhension naissante que cette situation était plus grande que mon simple désastre personnel. Vous parlez maintenant, dis-je doucement. Ça compte pour quelque chose. Vous l'empêchez de blesser quelqu'un d'autre, a répondu Sandrine. Et il y avait de la gratitude dans sa voix que je n'avais pas attendue. Vous faites ce que j'aurais dû faire. Vous vous assurez que le schéma s'arrête. Merci pour ça. Merci d'avoir le courage que je n'ai pas eu. Après avoir raccroché, je suis resté assise avec mon téléphone à la main, fixant le vide, traitant cette nouvelle compréhension. Il ne s'agissait plus seulement de mon mariage. Il ne s'agissait plus seulement de la trahison de Stéphane ou de la cruauté de Sandrine. Il s'agissait d'un schéma qui avait continué pendant des années parce que les gens restaient silencieux, parce que les victimes acceptaient des règlements, signaient des accords et disparaissaient plutôt que de se battre. Et j'avais le pouvoir d'y mettre fin. Les jours qui ont suivi se sont estompés dans une étrange combinaison de routine banale et de bouleversements émotionnels. Je suis allé au travail, j'ai rencontré des clients, j'ai examiné des plans d'architectes, et j'ai réussi d'une manière ou d'une autre à maintenir une façade professionnelle alors que ma vie personnelle se désintégrait au ralenti. Stéphane est resté dans la chambre d'amis malgré ma directive claire qu'il devait partir, lançant ce que je ne peux décrire que comme une campagne désespérée pour sauver quelque chose de l'épave qu'il avait créée. Lundi matin, j'ai trouvé une note manuscrite sur le comptoir de la cuisine à côté de la machine à café. Son écriture était hâtive et inégale. Les mots à peine lisibles. Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais je le demande quand même. Ces temps doivent compter pour quelque chose. S'il te plaît, donne-moi une chance de prouver que je peux être meilleur. Je t'aime. Je l'ai lu une fois, les froisser en boule et les jeter à la poubelle sans répondre. Mardi soir, je suis rentré d'une réunion client pour trouver Stéphane dans la cuisine en train d'essayer de préparer le dîner. Le détecteur de fumée hurlait, remplissant la maison de l'odeur âcre de la viande brûlée. Il avait apparemment essayé de faire le coq au vin qu'il préparait pendant les premières années de notre mariage, à l'époque où il faisait encore des efforts pour contribuer à notre vie domestique. Au lieu de cela, il l'avait carbonisé au-delà de toute reconnaissance, laissant la cuisine remplie de fumée et la cocotte incrustée de résidus noircis. Il se tenait là, l'air impuissant et désolé, tenant une spatule comme si c'était un objet étranger qu'il ne savait pas trop comment utiliser. J'essayais de faire quelque chose de gentil, dit-il par-dessus l'alarme stridente, sa voix portant ce ton suppliant que j'apprenais à reconnaître comme son réglage par défaut ces jours-ci. Je pensais que si je préparais ton plat préféré, nous pourrions nous asseoir et parler correctement comme avant. Je suis passé devant lui sans répondre, j'ai ouvert les fenêtres pour évacuer la fumée et j'ai désactivé l'alarme. Puis j'ai commandé à emporter au restaurant thaïlandais du coin et j'ai mangé seul dans la salle à manger pendant qu'il se retirait à l'étage dans la chambre d'amis. Mercredi a apporté des fleurs à mon bureau d'architecte. Un bouquet de roses blanches et de lys, un arrangement massif, le genre d'étalage coûteux qui coûtait probablement plus que notre budget d'épicerie mensuel.
Mon assistante les a apportés avec une carte jointe, son expression curieuse et inquiète alors qu'elle les posait sur mon bureau. La carte disait, « Ces temps devraient compter pour quelque chose. Je n'abandonne pas notre couple. » J'ai laissé les fleurs sur mon bureau jusqu'à la fin de la journée de travail, puis j'ai demandé à mon assistante si elle voulait les emporter chez elle. Elle a accepté avec gratitude, ne posant pas les questions que je voyais se former dans ses yeux. Je ne voulais pas de ces fleurs dans ma maison. Je ne voulais pas du rappel visuel des tentatives de Stéphane d'acheter le pardon par des gestes qui ne nécessitaient aucune responsabilité réelle ni aucun changement. Jeudi soir, il m'a acculé dans le couloir alors que je montais dans ma chambre. Il avait l'air terrible, les cheveux sales, les vêtements froissés, des cernes sous les yeux suggérant qu'il dormait à peu près aussi bien que moi. « Manon, s'il te plaît, dit-il, se positionnant de manière à ce que je doive le pousser pour continuer à marcher. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Sandrine m'a manipulé. Je le vois maintenant. Tout ce que tu as dit sur son schéma, sur la façon dont elle cible les personnes vulnérables, c'est vrai. J'ai été faible et stupide et je me suis laissé jouer. Mais ça ne change rien au fait que je t'aime. Je t'ai toujours aimé. S'il te plaît, donne-moi une autre chance de prouver que je peux être le mari que tu mérites. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et je n'ai rien ressenti. C'était la partie la plus étrange et la plus troublante de toute la semaine. Plus de colère, même plus de peine ou de trahison, juste une absence totale de sentiments, comme si j'observais un étranger qui occupait temporairement de l'espace dans ma maison. L'homme que j'avais épousé, la personne avec qui j'avais construit une vie, ressemblait à quelqu'un que je reconnaissais à peine. Stéphane, tu ne peux pas blâmer Sandrine pour tes choix, dis-je, gardant ma voix plate et sans émotion. Tu es un adulte. Tu as pris des décisions. Tu as choisi d'avoir une liaison. Tu as choisi de me mentir pendant des mois. Tu as choisi de la laisser utiliser ton téléphone pour m'envoyer ce message. C'était tes choix, pas les siens. Et maintenant, tu dois vivre avec les conséquences de ces choix. Je veux que tu sois hors de cette maison d'ici samedi. Fais tes valises et pars, ou je les ferai pour toi et je les laisserai sur la pelouse. Je l'ai bousculé et je suis entré dans ma chambre, fermant la porte à clé derrière moi. Vendredi après-midi, j'avais besoin de quelques documents financiers pour la demande de divorce que mon avocat préparait. Le bureau de Stéphane à la maison était l'endroit logique pour les trouver. J'y suis donc allé pendant ma pause déjeuner alors qu'il était censé être au travail. Son ordinateur portable était ouvert sur le bureau, l'écran toujours actif car il était apparemment parti sans le verrouiller. Je n'aurais pas dû regarder. Je savais que je n'aurais pas dû regarder, mais l'application de messagerie était ouverte et visible, et mes yeux se sont arrêtés sur un message dans son dossier d'éléments envoyé datant de seulement 2 jours plus tôt. Le destinataire était Sandrine. La ligne d'objet disait « Il faut qu'on parle ». J'ai cliqué sur le message malgré le fait que je savais que cela ne ferait que me mettre plus en colère, malgré le fait que je savais que j'envahissais sa vie privée d'une manière qui n'était probablement pas légalement conseillée pendant une procédure de divorce. Mais j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de comprendre s'il était toujours en contact avec elle, si ses excuses à mon égard étaient authentiques ou juste une autre performance. Le message disait « Manon c'est tout. Elle a des preuves d'un détective privé. Des photographies, des déclarations de femmes de ton ancienne entreprise, une documentation du schéma. Tu dois être prudente. Elle ne va pas laisser passer ça tranquillement. Elle prévoit de tout exposer si tu ne démissionnes pas. Je suis désolé de ne pas avoir pu te prévenir plus tôt. Je ne savais pas qu'elle enquêtait avant qu'il ne soit trop tard. » J'ai fixé ce message pendant un long moment, sentant quelque chose de froid et de final s'installer. Il la prévenait. Même après tout, même après que je les ai surpris, même après qu'elle ait envoyé ce texto cruel annonçant sa conquête, Stéphane protégeait toujours Sandrine, plaçant toujours ses intérêts et sa carrière avant toute loyauté qu'il était censé avoir envers moi. Ses excuses ne signifiaient rien. Ses déclarations d'amour étaient des mots vides. Il n'était pas désolé pour ce qu'il avait fait. Il était seulement désolé d'avoir été pris. J'ai fait une capture d'écran du message et je l'ai envoyé à Nicolas avec une brève note expliquant ce que j'avais trouvé. Puis j'ai fait une autre capture d'écran et je l'ai envoyé à mon avocat avec un contexte supplémentaire pour le dossier de divorce. Montre une communication continue et une loyauté envers le partenaire de l'adultère plutôt que l'épouse. Démontre un manque de remords sincère. J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai quitté son bureau et je suis retourné au travail.
Ce soir-là, j'ai envoyé un texto à Stéphane. J'ai trouvé l'email que tu as envoyé à Sandrine. Tu as jusqu'à samedi matin pour avoir complètement déménagé. Après ça, je change les serrures. Ma mère, Monique, a appelé le même soir. Son timing coïncidait d'une manière ou d'une autre parfaitement avec le moment où j'avais le plus besoin d'entendre sa voix. Elle a 72 ans, veuve depuis 6 ans depuis la mort de mon père, Pierre, et possède une capacité remarquable à traverser le bruit émotionnel et à voir les situations avec une clarté brutale. Chloé m'a dit ce qui s'est passé avec toi et Stéphane. Elle a dit sans aucune petite conversation préliminaire ou introduction douce. Et elle m'a dit ce qu'elle t'a dit au téléphone sur le fait que tu surréagissais peut-être. Je veux que tu saches qu'elle avait tort. Complètement tort. Ma mère n'a jamais été du genre à faire de longs discours émotionnels ou des déclarations dramatiques. Je suis donc restée silencieuse et je l'ai laissé parler. Ton père m'a trompé une fois, dit-elle, sa voix calme. C'était un fait. Tu avais environ 5 ans à l'époque. Je l'ai découvert parce que la femme avec qui il était impliqué a appelé chez nous et m'a tout raconté. Elle était en colère qu'il ait mis fin à leur relation, alors elle a décidé de s'assurer que je sache ce qui se passait. Ton père m'a supplié de rester. Il a pleuré, fait des promesses de changer, dit que c'était une terrible erreur qui ne signifiait rien, et je suis resté. Elle a fait une pause, et je pouvais l'entendre prendre une profonde inspiration avant de continuer. Je suis resté parce que c'est ce que faisaient les femmes de ma génération. On ne quittait pas un mariage simplement parce que son mari avait fait une erreur. J'avais peur d'être seul, peur de ce que les gens diraient, peur d'essayer d'élever 2 jeunes filles avec un salaire de secrétaire. Tout le monde me disait que le mariage était un travail, que je devais essayer plus fort, que le pardon était noble et le divorce un échec. Mais il n'a jamais vraiment changé, a-t-elle poursuivi, sa voix portant un poids que je n'avais jamais entendu auparavant. Il était plus prudent après ça, plus secret avec ses activités et ses appels téléphoniques. Mais le respect fondamental avait disparu. Une fois que quelqu'un vous montre qu'il vous valorise si peu qu'il peut trahir votre confiance, vous ne pouvez pas ignorer cette connaissance. Ça change tout. Je suis resté 30 ans de plus jusqu'à ce que sa crise cardiaque l'emporte. Et je ne regrette pas la vie que nous avons construite ou la famille que nous avons élevée ensemble. Mais je regrette de ne pas avoir eu le courage que tu montres en ce moment. Je regrette d'avoir accepté moins que ce que je méritais parce que j'avais trop peur d'exiger mieux. Après avoir raccroché, je suis resté assise avec mon téléphone à la main, traitant sa confession. Le mariage de mes parents, que j'avais toujours considéré comme raisonnablement solide, sinon particulièrement passionné, avait été construit sur une base de trahison et de compromis. Ma mère avait passé 3 décennies avec un homme qui avait violé sa confiance. Restant parce que partir semblait plus difficile que d'endurer, et elle me disait de ne pas faire la même erreur. Samedi matin est arrivé et Stéphane a finalement déménagé. Il est parti sans drame ni discours final, a simplement chargé ses affaires dans sa Renault 4 et est parti pour l'appartement de fonction que son entreprise avait arrangé. Je l'ai regardé depuis la fenêtre du salon faire plusieurs voyages, transportant des cartons et des valises, ses mouvements lourds de défaite. Après son départ, j'ai traversé la maison vide. L'espace que nous avions rénové ensemble, où nous avions prévu d'élever éventuellement des enfants, où nous avions construit ce que je croyais être un partenariat authentique. Chaque pièce contenait des souvenirs qui semblaient maintenant corrompus, entachés par la connaissance que nos fondations pourrissaient alors que j'étais trop confiante ou trop aveugle pour le remarquer. Je suis allé dans la cuisine et j'ai ouvert le placard où nous gardions les verres à vin, les verres en cristal de baccarat que nous avions reçus en cadeau de mariage de la tante de Stéphane. Chacun délicat et magnifique, représentant la célébration et l'optimisme quant à notre avenir commun. J'ai sorti 2 verres, la paire spécifique que nous avions utilisée pour trinquer à notre nuit de noces, et je les ai jetés contre le carrelage aussi fort que j'ai pu. Ils se sont brisés en milliers de morceaux, des fragments scintillants se dispersant dans la cuisine, et le son était à la fois satisfaisant et terrible. J'ai jeté 4 autres verres, puis 6 de plus. J'ai continué à jeter jusqu'à ce que les 12 verres en cristal soient détruits et que le sol soit couvert d'éclats qui captaient la lumière de l'après-midi comme des promesses rompues rendues visibles. Puis je me suis assise par terre au milieu de tout ce verre brisé et j'ai pleuré pour la première fois depuis l'arrivée du texto près d'une semaine plus tôt. Pas pour Stéphane ou pour le mariage que nous avions perdu, mais pour la version de moi-même qui avait cru en la permanence et au partenariat, qui avait cru que les vœux signifiaient quelque chose, qui avait construit toute sa vie d'adulte autour d'un avenir qui s'était avéré n'être rien de plus qu'une illusion soigneusement construite.
J'ai finalement balayé le cristal brisé du sol de la cuisine, chaque éclat captant la lumière alors que je les rassemblais dans un sac poubelle qui semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. L'acte physique de nettoyer le désordre que j'avais créé me semblait symbolique d'une certaine manière, bien que j'étais trop épuisé pour traiter pleinement ce que ce symbolisme pouvait signifier. J'étais encore assise à la table de la cuisine 1 heure plus tard, fixant le vide, lorsque mon téléphone a sonné avec une nouvelle notification de mail. L'adresse de l'expéditeur était inconnue, une combinaison générique de lettres et de chiffres qui suggérait un compte temporaire créé spécifiquement pour cette communication. La ligne d'objet contenait juste 2 mots. Vous avez gagné. J'ai ouvert le message avec un sentiment d'anticipation froide, sachant avant de le lire qu'il avait envoyé et ce qu'il contiendrait. Le texte était bref et soigneusement composé, chaque mot choisi pour transmettre un impact maximal tout en maintenant une dénégation plausible sur les circonstances réelles entourant son départ. J'ai soumis ma démission avec effet immédiat. J'ai invoqué des problèmes de santé familiaux nécessitant un déménagement. Vous n'entendrez plus parler de moi, mais sachez ceci. Vous avez détruit ma carrière pour une affaire personnelle qui ne vous regardait pas. Vous auriez pu gérer cela en privé, de femme à femme, avec un certain degré de dignité et de discrétion. Au lieu de cela, vous avez choisi la vengeance et l'humiliation publique. J'espère que détruire la réputation professionnelle d'une autre femme vous aide à vous sentir mieux à propos de votre mariage raté. J'espère que vous êtes satisfaite de ce que vous avez fait. J'ai lu le message 2 fois, puis une 3e fois, analysant les choix de langage et les reconnaissant pour ce qu'ils étaient, une dernière tentative de contrôler le récit, de se repositionner comme la victime de ma réponse déraisonnable plutôt que comme l'architecte de sa propre destruction professionnelle. Elle essayait de recadrer la responsabilité comme de la vengeance, les conséquences comme de la persécution, la documentation comme une vendetta personnelle. J'ai transféré l'email à Nicolas avec une brève note. Garde ça pour le dossier. Montre une conscience de culpabilité et une tentative délibérée de réécrire la situation. Note le langage sur la gestion des choses en privé, ce qui signifie essentiellement qu'elle voulait que je reste silencieuse pendant qu'elle continuait le schéma. Puis je l'ai transféré à mon avocat avec un contexte supplémentaire sur la raison pour laquelle cette communication importait en termes de démonstration de la compréhension de Sandrine que son comportement avait été inapproprié, même si elle essayait de me blâmer de l'avoir exposé. Après cela, j'ai supprimé le message original de ma boîte de réception. Je n'avais aucun intérêt à préserver ces mots ou à permettre à sa dernière manipulation d'occuper de l'espace dans ma vie numérique. Elle avait fait des choix calculés pendant des années, ciblant des personnes vulnérables et utilisant les structures d'entreprise pour faire taire quiconque essayait de lui demander des comptes. Maintenant, elle subissait des conséquences calculées et sa tentative de présenter ces conséquences comme mon échec personnel plutôt que sa faute professionnelle ne faisait que confirmer qu'elle n'avait rien appris de cette expérience. 3 jours se sont écoulés sans autre communication de Sandrine. J'ai supposé qu'elle avait en effet déménagé, disparu dans la prochaine opportunité qu'elle croyait pouvoir obtenir malgré les chuchotements croissants sur son départ. Mais jeudi après-midi, Nicolas a appelé avec des informations qui ont complètement changé ma compréhension de la situation. 2 autres femmes se sont manifestées, dit-il sans préambule, sa voix portant ce ton particulier qu'il utilisait lorsqu'il livrait des développements importants. Toutes les 2 de l'entreprise actuelle de Sandrine, toutes les 2 avec des histoires qui suivent exactement le même schéma que nous avons documenté avec les femmes de son précédent emploi. J'ai posé les plans d'architecte que j'examinais et je lui ai accordé toute mon attention. Qu'est-ce qui les a poussées à vous contacter maintenant? Elles ont vu l'annonce de la démission, a expliqué Nicolas. L'entreprise a envoyé une note interne sur le départ de Sandrine, invoquant des problèmes de santé familiaux nécessitant un déménagement immédiat. Mais ces femmes savaient que cette explication n'était pas exacte. Elles avaient observé la situation, espérant que quelqu'un la tiendrait enfin pour responsable. Et quand elles ont vu qu'elle partait soudainement, elles ont voulu s'assurer que leurs expériences étaient documentées avant qu'elles ne puissent disparaître et potentiellement recommencer ce schéma ailleurs. Il m'a donné les détails de base. Une femme, Léa, était une consultante junior dont le mariage s'était terminé après que la liaison de son mari avec Sandrine ait été révélée. L'autre, Sophie, était toujours mariée, mais la relation était gravement endommagée, maintenue uniquement par une thérapie intensive et le remords sincère de son mari combiné à la volonté de Sophie d'essayer de reconstruire la confiance après que Sandrine l'ait poursuivie lors d'un séminaire d'entreprise l'année dernière. Les 2 femmes sont prêtes à fournir des déclarations formelles, a poursuivi Nicolas. Toutes 2 veulent que le schéma de Sandrine soit documenté dans des dossiers officiels qui ne peuvent pas être scellés ou cachés derrière des règlements d'entreprise.
Elles comprennent que parler pourrait avoir des conséquences professionnelles pour elles, mais elles sont prêtes à accepter ce risque si cela signifie empêcher de futures victimes. Voulez-vous que je coordonne la collecte de leurs témoignages et que je les ajoute au dossier? Oui, dis-je sans hésitation. Documentez tout. Assurez-vous que leurs déclarations sont conservées sous plusieurs formats et à plusieurs endroits. Si Sandrine essaie de refaire surface dans ce secteur, il doit y avoir une trace écrite claire que tout responsable du recrutement compétent peut trouver s'il prend la peine de chercher. Après avoir raccroché avec Nicolas, je suis resté assise avec cette nouvelle information, comprenant que ce qui avait commencé comme ma réponse personnelle à un texto cruel avait évolué en quelque chose de bien plus grand. Ces femmes me confiaient leurs histoires, croyant que ma volonté de refuser le silence créerait un espace pour qu'elles puissent parler aussi. Cette responsabilité me semblait lourde et significative d'une manière que je n'avais pas pleinement anticipée lorsque j'avais donné mon ultimatum à Sandrine. 2 semaines après cette conversation avec Nicolas, mon téléphone a sonné avec le nom de ma sœur Chloé à l'écran. Je ne lui avais pas parlé depuis notre conversation difficile où elle avait suggéré que je surréagissais à la liaison de Stéphane, où elle avait révélé son ressentiment envers ma vie supposée parfaite. J'ai envisagé de laisser l'appel aller à la messagerie vocale, mais quelque chose m'a poussé à répondre. J'avais tort, a dit Chloé immédiatement, ces mots sortant en un flot avant même que je puisse dire bonjour. J'ai réfléchi à ce que je t'ai dit et j'avais tellement tort, Manon. Je projetais mes propres regrets et insécurités sur ta situation. Je faisais de ta douleur une affaire de mes sentiments au lieu de te soutenir comme une sœur devrait le faire. Je suis tellement désolé. Sa voix semblait brute et sincère, dépourvue du ton défensif qu'elle avait eu lors de notre conversation précédente. La vérité, c'est que je suis jalouse de toi depuis des années. Tu as toujours été celle qui réussit, la sœur qui semblait avoir tout compris. Carrière parfaite, belle maison, mariage stable, et j'étais celle qui a divorcé, qui a lutté financièrement, qui a dû reconstruire toute sa vie à partir de rien. Quand ton mariage s'est effondré, une partie terrible de moi s'est en fait sentie soulagée que tu n'étais pas parfaite non plus, que tu vivais enfin le genre d'échec que j'avais connu. Elle a fait une pause et je pouvais l'entendre prendre une profonde inspiration tremblante. Mais ce n'est pas ton fardeau à porter. C'est mon problème à régler avec mon thérapeute. Tu ne méritais pas ce que Stéphane t'a fait. Et tu ne méritais certainement pas que je te fasse sentir mal de refuser de tolérer sa trahison. Je suis sincèrement désolé. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure après cela. Vraiment parlé, d'une manière que nous n'avions pas réussi à le faire depuis des années. Chloé m'a parlé des séances de thérapie qu'elle avait commencées, du travail sur son ressentiment et sa honte à propos de son divorce, de la reconnaissance de la façon dont elle avait comparé ses luttes internes à mon apparence extérieure de succès sans comprendre que tout le monde porte des difficultés cachées. Je lui ai parlé des verres à vin brisés et des pleurs sur le sol de la cuisine. Du moment où je m'étais enfin autorisé à faire mon deuil, non seulement du mariage, mais de la version de moi-même qui avait cru en la permanence et aux promesses. Nous avons toutes les deux pleuré pendant cette conversation. Puis nous avons toutes les deux ri de la façon dont nous devions paraître ridicules. 2 femmes adultes sanglotant au téléphone à propos de sentiments dont nous aurions dû discuter il y a des années. À la fin de l'appel, quelque chose s'est senti réparé entre nous. Une fissure qui s'était élargie depuis plus longtemps que l'une ou l'autre ne voulait l'admettre. Chloé était toujours ma sœur, toujours quelqu'un que j'aimais malgré son erreur de jugement momentanée. Et reconstruire cette relation, c'était comme récupérer quelque chose de précieux de l'épave de tout le reste qui s'était effondré. 3 semaines après la démission de Sandrine, Nicolas a de nouveau appelé avec une mise à jour d'un autre genre. Le secteur en parle, dit-il doucement mais avec constance. Les recruteurs posent des questions sur les raisons de son départ si soudain. Son nom circule dans les réseaux professionnels avec des questions sur la légitimité de l'explication de la santé familiale. Les gens commencent à remarquer le schéma de ces déménagements entre entreprises tous les quelques années, toujours dans des circonstances impliquant des départs soudains. Le monde du conseil, comme je l'apprenais, fonctionnait en grande partie sur la réputation et les relations professionnelles. Les informations circulaient par des réseaux informels, des conversations chuchotées lors des conférences de l'industrie, des questions prudentes posées lors des vérifications de référence. L'image professionnelle soigneusement construite de Sandrine commençait à se fissurer alors que de plus en plus de gens commençaient à remettre en question le récit officiel. Puis j'ai reçu un appel d'un journaliste nommé Laurent Petit, spécialisé dans les questions de mauvaise conduite en entreprise et de responsabilité sur le lieu de travail. J'ai entendu des histoires intéressantes sur Sandrine Mercier. Il a dit prudemment,
Son ton professionnel m'est clairement intéressé. Plusieurs sources ont mentionné votre nom en relation avec des preuves de schémas de comportement inappropriés s'étendant sur plusieurs années. Je travaille sur un article sur les dynamiques de pouvoir en milieu professionnel et comment les structures d'entreprise protègent parfois les comportements prédateurs. Seriez-vous prête à discuter de ce que vous savez? Je lui ai dit que j'aurais besoin d'y réfléchir, que je n'étais pas encore prête à rendre cela entièrement public. Mais après avoir raccroché, je suis restée assise avec la réalisation que ma réponse privée à la cruauté de Sandrine devenait quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait réellement créer un changement significatif au-delà de la simple responsabilisation d'une personne pour ses actions. J'ai passé 3 jours à réfléchir à la demande de Laurent Petit avant de finalement le rappeler. Pendant ces 3 jours, je me suis débattue avec des questions de vie privée, de savoir si rendre la situation publique servait un autre but que mon propre besoin de justification, de savoir si j'avais le droit d'exposer les histoires d'autres personnes, même si elles m'avaient donné la permission de le faire. Mais finalement, je revenais toujours à la même vérité fondamentale. Mon silence protégeait la capacité de Sandrine à blesser d'autres personnes. Chaque jour où je refusais de parler était un autre jour où elle pouvait potentiellement reconstruire sa carrière dans un nouvel endroit avec un nouvel ensemble de cibles qui n'avaient aucune idée de son histoire. Je parlerai, ai-je dit à Laurent lorsque je l'ai finalement rappelé. Mais j'ai besoin que vous compreniez que ce n'est pas une question de vengeance. Il s'agit de créer un dossier documenté qui empêche ce schéma de se poursuivre sans contrôle. Nicolas a organisé la réunion dans un lieu neutre, un café dans le quartier d'affaires de la Défense, assez fréquenté pour fournir un bruit de fond mais assez calme pour une conversation. Laurent est arrivé exactement à l'heure, portant un sac en bandoulière en cuir et vêtu d'une tenue professionnelle qui suggérait qu'il prenait son travail au sérieux. Il a installé un petit enregistreur sur la table entre nous après avoir demandé ma permission, a sorti un bloc-notes et un stylo, et s'est installé dans sa chaise avec l'attitude patiente et attentive de quelqu'un qui avait mené des centaines d'entretiens et comprenait comment mettre les gens à l'aise pour partager des histoires difficiles. Je lui ai tout raconté, en commençant par le texto qui était arrivé à 2 heures du matin et en parcourant toute la séquence des événements qui avaient suivi. La confrontation à ma porte avec Stéphane et Sandrine, les recherches que j'avais menées dans ces 20 minutes après avoir envoyé ma réponse, la découverte des plaintes déposées dans son ancienne entreprise, la décision d'engager Nicolas et de documenter le schéma systématiquement plutôt que de simplement confronter Stéphane directement, la découverte que plusieurs femmes avaient subi un ciblage et une manipulation identiques, le tout suivant le même scénario de base. J'ai donné à Laurent des noms, des dates, la documentation que Nicolas avait recueillie. Je lui ai montré les photographies de Stéphane et Sandrine ensemble, les preuves horodatées de leur relation, les déclarations de femmes de son ancienne entreprise décrivant comment elle avait détruit leur mariage et endommagé la carrière de leur mari avant de passer à l'opportunité suivante. J'ai expliqué les accords de non-divulgation qui avaient enterré les plaintes précédentes. Comment les structures d'entreprise avaient constamment privilégié la gestion de la réputation à la responsabilité, comment Sandrine avait pu continuer ce schéma pendant des années parce que ses victimes restaient silencieuses. Cela dépasse ma situation personnelle, dis-je en me penchant en avant pour souligner le point que je voulais le plus qu'ils comprennent. Il s'agit de dynamiques de pouvoir en milieu professionnel. De personnes en position d'autorité qui utilisent ce pouvoir pour manipuler des subordonnés, puis utilisent les ressources de l'entreprise et l'intimidation juridique pour faire taire quiconque essaie de leur demander des comptes. Le secteur du conseil parle constamment d'éthique professionnelle et de culture d'entreprise. Mais quand quelqu'un avec le parcours et les relations de Sandrine se livre à un comportement prédateur, le système la protège plutôt que ses victimes. Cela doit changer. Laurent a pris des notes tout au long de notre conversation, posant occasionnellement des questions de clarification ou demandant des détails supplémentaires sur des incidents spécifiques. Il m'a interviewé pendant près de 3 heures, et à la fin, je me sentais émotionnellement épuisé, mais aussi étrangement soulagé, comme si j'avais porté quelque chose de lourd et que j'avais enfin pu le poser. L'article a été publié un vendredi matin 2 semaines plus tard. Laurent l'avait intitulé « Le schéma du pouvoir, comment la conduite personnelle d'une cadre révèle des problèmes plus larges dans l'industrie ». Je l'ai lu avant sa mise en ligne, ayant eu l'occasion d'examiner les sections qui me citaient directement ou faisaient référence à mon expérience. L'article était approfondi, bien documenté et absolument dévastateur dans sa documentation du comportement de Sandrine sur plusieurs années et plusieurs entreprises. Laurent avait interviewé 5 femmes au total, y compris moi. Il avait documenté le schéma s'étendant sur 7 ans, 2 entreprises et au moins 8 victimes identifiables. Il avait soulevé des questions pointues sur les raisons pour lesquelles les structures d'entreprise protégeaient systématiquement des personnes comme Sandrine tout en faisant taire les individus qu'elle avait lésés,
sur la façon dont les accords de non-divulgation et les règlements confidentiels créaient des environnements où les comportements prédateurs pouvaient se poursuivre sans contrôle, sur ce à quoi ressemblait réellement la responsabilité en milieu professionnel par rapport à ce qu'elle prétendait être dans les déclarations de mission des entreprises. Mon téléphone a commencé à sonner dans l'heure qui a suivi la publication de l'article. Des collègues appelant pour exprimer leur soutien ou poser des questions prudentes sur ce qui s'était passé. Nicolas prenant de mes nouvelles pour voir comment je gérais l'exposition publique soudaine. Sandrine Duval, Léa et Sophie, les autres femmes qui avaient contribué à l'article, me contactant pour partager leurs propres expériences de voir l'article mis en ligne et de répondre aux réactions de leur réseau professionnel. Stéphane a appelé 6 fois de suite avant que je ne réponde finalement. Principalement parce que je voulais arrêter le bourdonnement incessant de mon téléphone. Comment as-tu pu faire ça? A-t-il exigé immédiatement, sa voix portant cette combinaison de colère et de panique qui vient de quelqu'un dont l'image professionnelle soigneusement gérée vient d'être brisée. Comment as-tu pu rendre ça public? C'est humiliant. Tout le monde dans mon cabinet en parle. Mes collègues me posent des questions sur ma relation avec Sandrine. Mon patron m'a convoqué dans son bureau ce matin pour discuter de la question de savoir si je vais être un handicap pour la réputation de l'entreprise. Tu as détruit ma crédibilité professionnelle avec la sienne. Son incapacité totale à comprendre le véritable problème était stupéfiante. Il s'inquiétait de sa réputation, de l'image qu'il donnait, des conséquences professionnelles qu'il subissait. Il ne montrait aucune conscience du schéma plus large que l'article avait documenté. Aucune reconnaissance que plusieurs femmes avaient été blessées par le ciblage systématique par Sandrine d'hommes mariés vulnérables. Aucune compréhension que sa situation individuelle faisait partie d'un problème beaucoup plus vaste de pouvoir et de responsabilité dans les environnements professionnels. Stéphane, dis-je, gardant ma voix froide et mesurée. Tu as détruit ta propre réputation lorsque tu as choisi d'avoir une liaison avec ta patronne. Tu as détruit ta crédibilité professionnelle lorsque tu t'es laissé manipuler parce que tu étais désespéré de validation de la part de quelqu'un ayant autorité sur ta trajectoire de carrière. J'ai simplement cessé de te protéger des conséquences de tes choix. J'ai cessé de te couvrir, j'ai cessé de trouver des excuses pour ton comportement, j'ai cessé de te permettre de te cacher derrière la vie privée de notre mariage raté. Ne m'appelle plus, sauf pour les papiers du divorce. Nous n'avons plus rien à nous dire. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre et j'ai immédiatement bloqué son numéro. J'en avais fini de répondre à ses tentatives de recadrer la responsabilité comme de la persécution, les conséquences comme une punition injuste, l'exposition comme une cruauté vengeresse. 3 jours après la publication de l'article, l'ancienne entreprise de Sandrine a publié une déclaration officielle. Nous prenons ces allégations au sérieux et menons un examen interne approfondi de nos politiques sur le lieu de travail et de nos procédures de plainte. La sécurité et le bien-être de nos employés sont notre plus haute priorité, et nous nous engageons à maintenir un environnement professionnel exempt de harcèlement et de mauvaise conduite. C'était un langage d'entreprise qui réussissait à tout dire et rien en même temps, soigneusement formulé pour éviter d'admettre toute défaillance institutionnelle tout en semblant prendre la situation au sérieux. Mais Nicolas, qui maintenait des contacts à l'intérieur de l'entreprise grâce à son travail d'enquête, m'a dit que la situation interne était bien plus chaotique que la déclaration publique ne le laissait entendre. Le PDG était apparemment furieux que cela ait éclaté en scandale public plutôt que d'être géré discrètement par des règlements juridiques et des accords de confidentialité. Le conseil d'administration exigeait des réponses détaillées sur les raisons pour lesquelles plusieurs plaintes avaient été déposées et réglées sans que personne ne reconnaisse ou ne traite le schéma clair de comportement. 3 cadres supérieurs faisaient face à de sérieuses questions sur le rôle dans la protection de Sandrine malgré des préoccupations documentées, sur les raisons pour lesquelles il lui avait permis de passer à une nouvelle entreprise avec des recommandations élogieuses plutôt que de traiter la mauvaise conduite sous-jacente. L'entreprise envisageait sérieusement d'engager un cabinet de conseil externe pour mener un examen complet de sa culture d'entreprise, de ses procédures de plainte et des mécanismes qui avaient permis à ce schéma de se poursuivre sans contrôle pendant si longtemps. Ce n'était pas une responsabilité parfaite, pas le genre de justice immédiate qui annulerait tout le mal qui avait été fait, mais c'était quelque chose. C'était plus que le silence et la complicité institutionnelle qui avaient existé avant que l'article ne force la situation à être exposée au grand jour. 2 semaines après la publication de l'article, j'ai reçu un dernier message de Sandrine. Il est arrivé via un service de messagerie cryptée, l'identité de l'expéditeur dissimulée derrière des couches de protection numérique, mais j'ai su immédiatement qui l'avait envoyé. La ligne d'objet contenait juste 2 mots, les mêmes qu'elle avait utilisés dans son email de démission. Vous avez gagné.
Le message lui-même était plus long cette fois, plus en colère, dépourvu du vernis d'entreprise prudent de sa communication précédente. Vous avez détruit ma carrière, ma réputation professionnelle, mon avenir dans ce secteur. J'espère que vous êtes satisfaite de ce que vous avez accompli. J'espère que cela valait la peine de faire de votre douleur privée un spectacle public. De révéler des détails intimes qui auraient dû rester entre des adultes qui ont fait des choix compliqués. Mais sachez ceci, je ne suis pas la méchante que vous avez fait de moi. Je suis une femme qui a travaillé incroyablement dur pour réussir dans un secteur dominé par les hommes, qui a concouru et gagné contre des hommes qui voulaient me voir échouer, qui a refusé de s'excuser pour son ambition ou son succès. Vous étiez simplement trop faible pour garder votre mari intéressé. Et au lieu d'accepter cette réalité, vous m'avez détruite pour vous sentir mieux à propos de vos propres échecs. L'histoire ne se souviendra pas de vous avec bienveillance. J'ai lu le message une fois, sentant cette clarté froide familière s'installer en moi. Puis je l'ai sauvegardé dans le dossier que Nicolas tenait pour d'éventuelles futures fins juridiques. Puis j'ai composé une réponse contenant seulement 3 mots. Les actes ont des conséquences, Sandrine. Je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles après cet échange. Je n'ai jamais oublié ce dernier message de Sandrine. Jamais oublié sa tentative de réécrire tout le récit comme si l'ambition justifiait la cruauté et que mon refus de rester silencieuse représentait la faiblesse plutôt que la force. Mais je n'y ai plus jamais répondu non plus, ne lui ai jamais donné la satisfaction d'un engagement continu ou l'opportunité de m'entraîner dans une justification supplémentaire de choix qui ne nécessitait aucune justification. Elle avait pris ses décisions au fil des ans. J'avais pris les miennes en réponse. Les comptes étaient réglés. La procédure de divorce a progressé avec l'efficacité mécanique des processus juridiques conçus pour dissoudre les partenariats qui ne fonctionnaient plus. Stéphane et moi communiquions exclusivement par l'intermédiaire de nos avocats pour la plupart, réduisant notre mariage de 7 ans à une série de calculs financiers et de division de biens qui pouvaient être négociés et documentés sans nous obliger à occuper le même espace ou à engager des conversations qui ne servaient aucun but productif. La finalisation a eu lieu un mardi à la fin du printemps, près de 8 mois après que ce texto soit arrivé à 2 heures du matin et ait tout déclenché. Stéphane et moi étions assis dans une salle de conférence au cabinet de mon avocat, positionnés de part et d'autre d'une longue table avec nos représentants légaux respectifs entre nous comme des tampons ou peut-être des arbitres. Nous avons signé des papiers qui ont dissous notre mariage en moins d'1 heure. Chaque signature semblant à la fois capitale et étrangement anticlimatique. La fin de quelque chose qui était mort des mois plus tôt, enfin reconnu dans une documentation officielle. La division des biens a été simple car aucun de nous n'avait l'énergie ou l'intérêt de se battre pour des possessions. La maison de campagne en Provence s'est vendue rapidement à un jeune couple attendant leur premier enfant. Des gens qui regardaient la cuisine rénovée et le jardin soigneusement entretenu avec le genre d'optimisme que Stéphane et moi avions autrefois ressenti pour notre avenir. Nous avons partagé les bénéfices exactement au milieu. Nous avons divisé les comptes de retraite et d'épargne selon les formules que nos avocats avaient négociées. Nous avons séparé nos finances proprement, chacun partant avec ce qu'il avait contribué et rien de plus. Après la signature et l'attestation des derniers papiers, Stéphane a demandé s'il pouvait me parler en privé un instant. Son avocat semblait mal à l'aise avec la demande, probablement inquiet de ce qu'une conversation non scénarisée pourrait compliquer, mais j'ai accepté. Nous sommes sortis dans le couloir à l'extérieur de la salle de conférence, debout près des ascenseurs dans un espace conçu exactement pour ce genre de moment de transition maladroit. Manon, je veux juste que tu saches que je suis désolé, a dit Stéphane, sa voix portant ce ton de sincérité étudié que j'avais appris à reconnaître comme une performance plutôt qu'une émotion authentique. Pour tout ce qui s'est passé. Je comprends maintenant ce que j'ai perdu, ce que j'ai jeté parce que j'étais stupide et faible et que je me suis laissé manipuler. Je l'ai regardé et n'ai ressenti qu'une finalité lasse, l'équivalent émotionnel de fermer un livre que j'avais fini de lire et de le remettre sur l'étagère. Je suis sûr que tu es désolé, Stéphane. Désolé d'avoir été pris. Désolé qu'il y ait eu des conséquences. Désolé que ta vie se soit compliquée et que ta réputation professionnelle ait souffert. Mais je ne pense pas que tu sois réellement désolé de m'avoir trahi, d'avoir fait les choix qui ont mené à tout cela. Parce que si tu étais sincèrement désolé pour la trahison elle-même, tu te serais arrêté avant que cela n'arrive plutôt qu'après avoir été démasqué. Je me suis tourné vers les ascenseurs sans attendre sa réponse. Au revoir, Stéphane. J'espère que tu comprendras ce que tu as besoin de comprendre sur toi-même. Mais ce n'est plus mon souci ni ma responsabilité.
J'ai quitté ce bâtiment de bureau et j'ai conduit directement au loft en centre-ville de Bordeaux que j'avais acheté avec ma moitié des bénéfices de la maison. L'espace était tout ce que notre maison partagée n'avait pas été. Entièrement à moi, rempli de meubles et d'œuvres d'art que j'avais sélectionnés sans compromis ni négociation, organisés.